Alors, je vais vous présenter les invités que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur Hubert Julien Laferrière, Monsieur le député. Vous êtes député du Rhône et porte-parole de Génération Écologie. Vous êtes tête de pont de la mobilisation de parlementaires autour de notre combat contre les bombardements sur les civils depuis plus de 4 ans, au travers de tribunes, d'organisations, d'auditions en commission des affaires étrangères, commission de la défense. Vous avez interpellé également des parlementaires et des députés notamment. On aime rappeler votre tribune de février 2020 dans La Croix, qui a rassemblé près de 115 parlementaires, ce qui, de la mémoire de Handicap International, a rarement généré un tel niveau de mobilisation, et on vous en remercie encore. Madame Sonia Zdorovtsov, vous êtes adjointe aux relations, à la coopération et à la solidarité internationale à la ville de Lyon pour Europe Écologie Les Verts. Vous avez travaillé auprès des programmes de terrain humanitaires au sein de Handicap International notamment et de développement, et vous avez été au cœur des dynamiques de plaidoyer dans ce cadre-là. Vous êtes aujourd'hui conseillère auprès du maire d'une des plus grandes municipalités de France, et ces angles de vue que cela vous confère, eh bien, on va être ravis de les entendre pour éclairer toutes ces discussions. Baptiste Chapuis, on ne vous présente plus. Vous êtes responsable du plaidoyer pour Handicap International. Sur ce double mandat de notre organisation, agir auprès des victimes et témoigner, vous vous appuyez justement sur les statistiques que vous relaient nos équipes sur le terrain, et vous vous appuyez également sur la mobilisation des citoyens pour porter ces combats de plaidoyer et puis pour bouger les lignes à l'international, notamment sur la campagne que nous portons depuis 6 ans contre les bombardements sur les civils. Alors depuis plus d'1 an, nous avons tous été témoins d'une actualité internationale extrêmement lourde. Continuité des conflits au Yémen, on y reviendra, en Syrie, une reprise des conflits sur Gaza, et puis plus récemment en Afghanistan, où une réalité cruelle de 40 ans de conflit eh bien, est en train de refaire surface sous nos yeux. Tout cela alors que la crise sanitaire continue de perdurer. Dans ce contexte, l'indignation des citoyens sur l'actualité internationale est réelle, et on a envie de partager avec eux, et grâce à vous, comment leur voix est relayée. Alors pour commencer, je vais vous proposer de faire un petit tour de table pour chacun nous présenter une anecdote, une histoire, une façon, un exemple concret de la façon dont vous avez pu et su vous réinventer ou innover dans ce contexte sanitaire pour continuer de faire porter ces sujets de solidarité internationale malgré les difficultés pour se réunir, les difficultés pour porter des messages, alors que la solidarité de proximité était en haut des sujets. Qui veut commencer? Peut-être monsieur le député? Merci. Bonjour à tous et tous, et très heureux d'être là, comme presque chaque année, avec vous pour cet événement important dans toute la France, mais à Lyon en particulier, évidemment, pour moi. Bon, c'est vrai qu'il y a 30 ans, on se demande comment on aurait fait tant les outils quand même numériques nous ont aidés à continuer à travailler en tant que parlementaire, surtout au tout début de la crise Covid. Donc là, c'est vrai que vous nous demandez une anecdote. Moi, je vais vous dire, c'est pas du tout anecdotique en fait ce que ce que je vais vous raconter, mais c'est vrai qu'on était bon, dans plusieurs processus. Enfin, évidemment, on a continué à travailler en tant que parlementaire, c'était important. Au moment du début de la crise Covid, on travaillait fortement sur la loi de programmation sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales. Donc, on a évidemment continué à y travailler. Moi-même, j'ai proposé plus de 60 amendements dans le cadre de cette loi pour rehausser son ambition, à la fois financièrement, puisqu'on a réussi, non pas en commission, mais finalement en hémicycle, quand même, à ce que ça soit inscrit l'objectif de 0,7% du PIB consacré à la solidarité internationale. Je le dis ici parce que je sais que Handicap International a participé à ce plaidoyer. Je me souviens même d'une réunion à Lyon, ici,
en présence du candidat Emmanuel Macron, où Handicap International avait demandé à Emmanuel Macron s'il tiendrait son engagement de 0,7%. Mais finalement, c'est le Parlement qui l'a tenu. Mais pour revenir sur votre question précisément et ce qui concerne fortement Handicap International, oui, il a fallu se réinventer, puisque nous avions prévu une grande conférence parlementaire, interparlementaire, pour que la France, c'était l'engagement des parlementaires français que vous avez rappelé, qu'André Vallini a rappelé, pour que la France, qui occupe une place singulière sur la scène internationale, soit à la hauteur, et André Vallini l'a rappelé, elle ne l'est pas au regard du processus diplomatique engagé sur la question des bombardements en zone peuplée. Et il y avait une conférence qui était prévue, donc interparlementaire, qui était prévue, dont vous étiez vraiment le moteur. Et nous étions moteurs, je crois, parlementaires français pour cette mobilisation interparlementaire au niveau européen. Cette conférence était prévue au mois de mai 2020, je crois, et il a fallu évidemment y retravailler. Et pour l'organiser finalement en version comment on dit déjà, en distanciel, voilà. C'est pas très joli, mais voilà. Il y a quelques mois, et c'était malgré tout, je crois, une belle réussite, hein, puisque nous étions 5 pays, près d'une quarantaine de parlementaires, à être mobilisés sur cette question, à avoir un échange très riche. Et c'est évidemment très important d'avoir évidemment continué à travailler sur ce processus, parce que cette mobilisation des parlements de plusieurs pays européens, elle est essentielle pour nous pour pouvoir faire notre boulot de parlementaire. C'est-à-dire, dans le boulot de parlementaire, évidemment, il y a faire la loi, il y a être le représentant des citoyens qui nous ont élus, mais il y a évidemment de contrôler le gouvernement, de mettre la pression sur le gouvernement. Et cette mobilisation, elle nous permet évidemment de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire d'aller voir le ministre, d'avoir une réunion avec son cabinet et ses services pour demander, pour exiger que la France soit davantage, évidemment, moteur de ce processus diplomatique dans lequel elle s'est un peu engouffrée, un peu à la traîne, quoi. Hein, et on l'a vu, et il a fallu effectivement demander des explications et demander à ce que la France soit davantage moteur. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est pas une anecdote, mais effectivement, la crise Covid nous a obligés à continuer la mobilisation pour cette conférence interparlementaire, mais d'une autre façon, et pour être contraint à l'organiser effectivement en distanciel, mais sans en perdre l'ambition et sans évidemment perdre de vue que c'est essentiel pour mobiliser ensuite nos gouvernements qui sont les décisionnaires dans un tel processus. Merci beaucoup. Sonia ? Oui. Super, merci. Merci beaucoup Hélène pour la présentation. Pour répondre à ta question, je pense qu'on peut se tutoyer, hein. On ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Avec plaisir. Pour répondre à ta question, moi je suis toujours un petit peu embêtée quand on me demande comment on a réussi à se réinventer, parce que me concernant, en fait, j'ai beaucoup de mal à savoir vis-à-vis de la difficulté ce qui relevait de la pandémie et ce qui relevait de la prise de fonction. Je suis toute jeune élue, et avec la plupart des membres de l'exécutif de Grégory Doucet, le maire de Lyon, on est de jeunes élus. Le premier tour avait eu le 15 mars, le 17, on était confinés pour la première fois. Et ensuite, le second tour a eu lieu 2-3 mois, beaucoup plus même après, le 28 juin. Donc voilà, moi j'ai été élue au conseil municipal de la ville de Lyon le 28 juin et nommée par Grégory au poste d'adjointe le 4 juillet. Et du coup, on a pris nos fonctions en plein aux sorties du confinement, en plein pendant la pandémie de Covid-19 qui perdure. Et plutôt que de s'adapter et se réinventer, comme tu le disais, c'était plutôt essayer de prendre ses fonctions dans ce contexte. C'était pas que simple, effectivement, mais on a réussi, notamment, comme le disait Hubert Julien Laferrière, à continuer à travailler, notamment grâce aux outils numériques. En tout cas moi, ce qui m'a beaucoup ralenti, ce qui était un peu
difficile à appréhender en tant qu'adjointe aux relations internationales, c'était de me dire je n'allais faire aucun déplacement et j'allais être contrainte aussi dans les rencontres. Je n'allais pas pouvoir rencontrer autant de gens que ce que je souhaitais, ou alors de nouveau en distanciel par voie de visioconférence. Donc on s'est focalisé là-dessus et on a essayé aussi de rencontrer le plus de monde possible et de discuter avec eux, notamment de formats existants. Du coup, assez rapidement, on a lancé 3 séries de cycles de télétravail, de co-construction, pour réinventer ou rediscuter des formats qui préexistaient, notamment le Festival des Solidarités, qui est organisé chaque année au mois de novembre. C'est une manifestation nationale qui se décline notamment à Lyon sous le format Festisol, donc le Festival des Solidarités locales et internationales. Et Lyon est une ville très riche. Sur ce territoire, on compte de nombreuses associations de solidarité locale et internationale, dont Handicap International, bien évidemment. Et chaque année, donc, elles se réunissent et elles font parler de leurs actions, mais elles se permettent aussi, et c'est une très bonne chose, de s'emparer d'un sujet et de le faire vivre et de lui donner une certaine dimension et de discuter entre elles, notamment les très petites associations et les très grosses associations comme Handicap ou d'autres, et de confronter les points de vue, en fait. Et donc ce travail-là, on l'a fait par voie de visioconférence. On s'est vu, il nous manque encore un atelier, mais on s'est déjà vu 3 fois, 3-4 heures, à chaque fois à 30, 50, 70 personnes en visio, en utilisant la visio, mais aussi certains outils comme Klaxoon ou Kahoot pour pouvoir travailler et avoir une sorte de board aussi, en fait, très concrètement avancer ensemble. Ce qui va nous permettre de revoir ce format quelque peu, mais aussi les fêtes consulaires ou d'accompagner certaines associations vers plus d'éco-responsabilité, puisque c'était une de leurs demandes lorsqu'ils ont vu un exécutif écologiste arriver à la ville de Lyon. Voilà. Merci infiniment, Sonia. Baptiste, un exemple peut-être autour du combat contre les bombardements sur les civils? Oui, merci Hélène, et merci à Hubert et à Sonia d'être là aussi, parce que le but de cette conférence, c'est aussi de montrer que le plaidoyer que mène Handicap International se fait par et pour les politiques, les élus, les institutionnels, qui sont un peu le dernier étage de la fusée qu'on essaie de bâtir, où le cœur du réacteur, comme tu l'as rappelé Hélène, ce sont les données de terrain, la voix des personnes les plus vulnérables, les plus touchées, affectées par la situation que nous dénonçons, le public, les citoyens qui constituent un peu le deuxième étage, jusqu'au cœur de la décision publique qui, des territoires jusqu'au niveau national, va permettre de changer la donne, la loi ou les comportements. Ce qu'on s'est rendu compte dans cette période un peu particulière, c'est qu'au moment où en fait, il y avait une espèce d'accalmie, un peu d'atonie, où on avait l'impression que le monde entier était focalisé sur le Covid, paradoxalement, il n'y avait pas de confinement pour les civils pris au piège sous les bombes, et que même si l'accalmie dans certains conflits, suite à l'appel du secrétaire général à une paix globale, a duré peut-être quelques semaines, très vite les combats ont repris au Yémen, en Syrie, et au final la pertinence du combat que nous dénoncions a été d'autant plus vive. Alors c'est peut-être pas une anecdote en tant que telle, mais moi ce qui m'a marqué, c'est qu'on a continué à jouer notre rôle au moment où les citoyens n'avaient plus la capacité de sortir dans la rue pour se mobiliser. Effectivement, le digital a été un outil extrêmement fort. Hubert, j'y reviens pas à rappeler l'importance de la mobilisation parlementaire qui, au moment où l'exécutif, pas seulement français mais aussi d'autres États, un peu surfé sur l'atonie du processus diplomatique, au moment où les civils avaient pourtant besoin d'une solution diplomatique qui était sur le point de se stopper, les parlementaires ont joué leur rôle, les élus ont joué leur rôle. L'outil numérique a été indispensable pour ça. La conférence interparlementaire européenne, et je le rappelle, effectivement, à la suite à cette conférence, il y a, je crois, à l'heure où je vous parle, 220 parlementaires de 5 ou 6 pays européens, de tous bords politiques, donc c'est vraiment la dimension aussi transpartisane qui fait la puissance du symbole, qui ont signé cet appel pour que les États, leurs États, et en particulier les États européens, soient à la hauteur. Ça nous a vraiment marqué, parce que là, on s'est dit, bon, ok, même si cette conférence, elle aurait dû se tenir salle Colbert à l'Assemblée,
au final, le débouché politique et on va dire le manifeste qui en est issu permet de capitaliser sur le résultat. Mais nous, si je devais citer un exemple qui est un peu, qui moi à mon niveau m'a permis de me dire bon ok, en fait là on est vraiment dans le cœur du sujet, on a raison de continuer le combat. On a sorti un rapport en mai 2020 issu de 6 mois de recherche sur l'impact des armes explosives utilisées au Yémen. Et effectivement, on s'est dit, est-ce que ce rapport, on le sort maintenant comme tu l'as dit, le débat politique était complètement vampirisé par ça. Et en fait, c'était l'impact des armes explosives sur les infrastructures civiles. Et au moment où les Yéménites avaient désespérément besoin des hôpitaux, des dispensaires pour soigner leur population du Covid, et accessoirement de toutes les conséquences de la guerre, une infrastructure de santé sur 2 avait été détruite par les bombardements. Donc là, d'une part, ça venait valider dramatiquement un constat que le combat que nous menions était d'autant plus urgent. Mais en plus de ça, on s'est dit, bon ok, la forme que l'on a choisie, c'est-à-dire le rapport de terrain, le relais de la parole des victimes, comment documenter le fait que ces armes explosives il y avait 3 cas d'études, détruit les portiques du port d'Hodeïda qui ramenait 80% des denrées alimentaires du pays, s'en est suivi une crise alimentaire, comment les armes explosives ont détruit les ponts, la moitié des routes du pays, et qui ont fait en sorte que une personne dans tel district, je m'en souviens, devait faire 80 km pour des soins de réadaptation, prothèses, orthèses, et que très honnêtement sur des routes risquées, les soins, la personne ne les recevait plus. Comment, troisième cas de figure, les armes explosives avaient détruit une infrastructure de santé sur 2. C'est l'ensemble de ces preuves tellement accablantes qui sont venues nourrir un processus diplomatique, certes à tonnes, mais à distance, où l'Irlande a aussi, grâce à la mobilisation des parlementaires, est revenu à la table de négociation en mars 2021 de cette année, où effectivement, même si on n'était pas dans les règles classiques de la diplomatie, on était en ligne, on était à distance, et grâce au rapport de recherche de handicap d'autres partenaires et à la mobilisation des parlementaires et des élus, Lyon, voilà, il y a aussi l'autre cœur du réacteur de HI, on a pu faire vivre et faire exister un processus qui avait toutes les raisons de péricliter. Et on en est là encore aujourd'hui, et arrêtons de jouer avec la vie des civils, et je te repasse la parole Hélène, c'est un peu le mot d'ordre de dire, voilà, maintenant, le Covid n'est plus une excuse suffisante pour ne pas protéger les civils. Mettons, et en particulier avec la France, nos discours en accord avec nos actes. Arrêtons de considérer ces armes explosives pour ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire au final des jouets, on manie l'ironie, mais pour des outils de destruction systématique dans les espaces urbains et périurbains. Sur l'espace Défendre, tout à l'heure, où on vous invitera tout au long de la journée, on a une comédienne qui reprend le rôle de quelqu'un qui a constitué une association de victimes civiles pour un bombardement fictif place Bellecour. C'est aussi pour nous faire rendre compte que des dynamiques que l'on a vécues ici, à Lyon, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne les tolérerait plus aujourd'hui. Alors, on a toutes les raisons de ne pas les tolérer sur tous les théâtres de conflit sur lesquels Handicap International est présent. Merci Baptiste, merci à tous. On voit que vous avez continué donc de porter avec ferveur et concrètement en fait tous ces combats. Donc ça c'est extrêmement important pour tous les gens qui nous suivent d'être assurés de ce point de vue-là. Moi j'ai quand même une question, c'est comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui les citoyens sur le fait que leur voix est portée? Comment est-ce que vous, chacun à votre niveau, vous relayez ces voix citoyennes, vous vous en alimentez pour porter ces combats? On a aujourd'hui un nombre incroyable de visiteurs qui va venir s'informer, qui vraisemblablement va sortir complètement indigné de cette exposition. Tous les gens qui nous suivent là sur les réseaux, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire s'ils vous disent que finalement signer la pétition ou parler de notre combat, ça ne sert à rien? Non, moi je pense pas que ça serve à rien. Il n'y a aucune action qui ne sert à rien. Cette première année de mandat, effectivement, elle était cantonnée quelque peu à l'hôtel de ville, mais ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes, certes en distanciel, mais de rencontrer beaucoup de personnes, de beaucoup me nourrir moi-même en fait. J'ai eu la chance, en travaillant chez Handicap International, de me confronter et de m'informer sur un certain nombre de crises internationales, mais pas toutes non plus. Et puis malheureusement, il y en a toujours des nouvelles. Et
une qui m'a particulièrement marquée dans le cadre de cette première année, c'est la crise dans le Haut-Karabakh. Comme je le disais, on a été nommé le 4 juillet. Le 10 juillet, donc très peu de temps après notre nomination, des affrontements commençaient entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la frontière avec la Géorgie, et ensuite à l'automne, une guerre en bonne et due forme qui a duré 44 jours et qui a laissé l'Arménie notamment complètement exsangue. Et c'était un terrain d'intervention. Alors, Handicap International a travaillé en Arménie après le tremblement de terre de 88. Alors, je ne vais pas vous donner mon âge, mais j'étais toute petite. Je ne travaillais pas chez Handicap International à l'époque. Quand je suis arrivée chez HI, vous étiez déjà partis. Donc, ça ne faisait pas partie des lieux, des régions, des pays que je connaissais. Et j'ai dû m'informer rapidement sur la situation dans le Caucase, la situation entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, qu'est-ce que le Haut-Karabakh, qu'est-ce que l'Artsakh, et quels étaient les enjeux en fait sur place. J'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur des associations locales, sur une diaspora arménienne et franco-arménienne très présente à Lyon, qui m'a vraiment permis de monter en compétence, on peut le dire, en très peu de temps. Et de commencer à porter leur voix, puisque comme le disait Hubert tout à l'heure, on est aussi là pour être la voix des sans-voix ou pour porter leurs paroles à des niveaux un petit peu plus élevés. Alors moi, en tant qu'adjointe à la ville de Lyon, c'est vrai que je peux relayer des messages auprès des députés, je peux relayer des messages auprès de mon ministre de référence. Je l'ai fait notamment dans le cadre de la crise dans le Haut-Karabakh. J'ai envoyé un courrier à Jean-Yves Le Drian. J'avais besoin de savoir quelle était la position de la France vis-à-vis du groupe de Minsk, qui est vraiment l'outil diplomatique qui a été mis en place par les États pour gérer cette crise qui malheureusement n'est pas nouvelle et qui semblait être quelque peu moribond. Il ne m'a pas répondu personnellement, mais il m'a quand même répondu. Et je sais que ça a eu un impact, ces échanges que j'ai pu avoir avec les associations locales, avec d'autres personnes plus au fait de la situation, notamment Georges Kepenekian, l'ancien maire de Lyon, qui, pour des raisons personnelles que tout le monde comprendront, connaît très bien l'Arménie et la situation dans le Haut-Karabakh. Et aujourd'hui, je pense que la ville de Lyon est vraiment identifiée par les pouvoirs publics, par le ministère, par des réseaux comme Cités Unies France, comme étant une ville qui porte vraiment la voix des sans-voix dans le cadre de ce conflit. Après, au-delà de ce que j'appellerais presque des actions de plaidoyer, alors certes pas en tant qu'association, mais plutôt en tant qu'élu local auprès de pouvoirs nationaux. On a aussi cette chance en tant que ville de Lyon de disposer d'un budget, ce qui n'est pas nécessairement le cas par exemple d'un député, et donc de pouvoir aussi apporter une aide financière à ces personnes. Typiquement, dans le cadre du conflit dans le Haut-Karabakh, la ville de Lyon a fait don de 30 000 € au Fonds arménien de France pour qu'elle puisse acheter du matériel médical et l'envoyer à Yerevan, puisque la ville de Lyon est jumelée avec la ville de Yerevan depuis 1992. À leur demande, les hôpitaux de la ville étaient sous tension du fait du Haut-Karabakh, du conflit dans le Haut-Karabakh et de l'afflux de victimes, mais aussi du fait de la pandémie de Covid-19. Donc malheureusement, ces hôpitaux devaient faire face à la fois à une guerre et à cette pandémie mondiale. Donc nécessairement, on a souhaité les aider. Et donc pour conclure quelque peu et revenir à la question initiale, moi je pense vraiment qu'il ne faut pas se dire que même une petite réflexion faite comme ça, à la dérobée, à la fin d'un meeting comme aujourd'hui, n'a pas d'impact. Je ne veux pas parler au nom d'Hubert, mais je pense le connaître assez pour savoir que lui comme moi, quand on nous fait ces remarques, on vient nous voir, ça s'inscrit, on les garde en tête, et ça nous permet en fait, nous, de construire notre action, de construire nos réponses, et d'avoir des réponses structurées et vraiment alimentées par les enjeux qui nous sont remontés du terrain des Lyonnais, des Lyonnaises, voire des Grands Lyonnais et des Grandes Lyonnaises. C'est très clair, merci. On voit très clairement les rouages ici. Est-ce que Hubert Julien Laferrière, vous voulez compléter à votre niveau? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, parce que je pense que la question que vous posiez est très importante, parce que
je pense qu'on sous-estime l'attachement de nos concitoyens aux sujets internationaux et aux questions de solidarité internationale, solidarité entre les nations, entre les peuples. Et moi je le vois parce que souvent on se dit oui mais si je veux être élu il ne faut pas que je parle de ça. Bon alors ça m'intéresse mais je pense que on ne le fait pas pour être élu, on le fait par conviction et on le fait parce qu'on est attaché à des valeurs pour lesquelles on a été élu. Mais en plus je pense que vraiment qu'il y a un attachement profond de nos concitoyens à ce que aux questions de solidarité internationale. Il y a peut-être une certaine fierté d'ailleurs à cette place un peu singulière que la France tient à l'international, ou essaye encore de tenir. Enfin bon, on voit comment on peut chacune et chacun juger de son action depuis quelques années. Mais voilà, et je pense qu'effectivement, là, pour revenir au processus diplomatique, elle doit être à la hauteur. Et tous nos concitoyens qui suivent un peu ces questions exigent qu'elle soit à la hauteur de cette place sur la scène internationale. Et donc ça me paraît essentiel qu'on soit évidemment les relais de cette mobilisation citoyenne, et moi c'est une exigence que je me donne au même titre que beaucoup de sujets sur lesquels on travaille. Vous voyez, je pense que nos concitoyens qui suivent aujourd'hui, qui viennent à vos événements, ils doivent savoir que notre mobilisation, elle a permis quand même cette mobilisation aujourd'hui de 215 parlementaires, et j'espère plus demain, parce que là, il faut le dire aussi, qu'on peut continuer à mobiliser nos collègues pour qu'ils se joignent à cet appel de parlementaires de pays européens pour que les pays, les pays de chacun des parlementaires qui se mobilisent, évidemment, soient à la hauteur de ce processus diplomatique. Parce que André Valigny l'a dit, c'est le droit international humanitaire qui est violé. C'est-à-dire qu'il faut le rappeler qu'il y a un droit international humanitaire. Donc on n'est pas que dans les grandes intentions, il y a un droit à respecter et qui n'est pas respecté aujourd'hui par les bombardements des civils qui, effectivement, qui aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de le rappeler, on a eu l'occasion de le rappeler chaque année, 80% des civils aujourd'hui, enfin les 90% des victimes sont des civils, et Baptiste avait raison de rappeler qu'aujourd'hui c'est la double peine dans le cas de la crise Covid, puisque les infrastructures de santé qui sont touchées par ces bombardements à la fois empêchent les victimes de ces bombardements d'être soignées, mais aussi les victimes du Covid. Donc je crois que là aujourd'hui on a quand même beaucoup de raisons de relayer cette demande de nos concitoyens, parce que ce sont des droits fondamentaux qui sont évidemment violés, les droits fondamentaux des citoyens du monde et le droit international humanitaire. Merci beaucoup. Pardon. Vous mentionniez cette fierté française et cet intérêt pour la solidarité internationale. J'ai envie de vous demander, Baptiste, la position de la France aujourd'hui par rapport à ce combat contre les bombardements sur les civils, et comme le rappelait Hubert Julien Laferrière, le fait que 9 personnes sur 10 sont des civils alors que c'est contraire au droit international humanitaire. Quelle est la position de la France aujourd'hui ? Alors, si tu me permets, Hélène, j'aimerais juste revenir sur ta précédente question, parce qu'en fait, quand on parle d'impuissance de la décision, de sentiment d'impuissance et de désintérêt collectif des citoyens, j'ai presque envie de dire qu'à Handicap International, on a juste besoin de puiser dans notre passé, dans nos campagnes passées, pour démontrer l'inverse. Parce qu'en fait, ce sont des campagnes dont on a l'impression qu'elles sont terminées, mais alors pas du tout, parce qu'au final, le nombre de victimes de mines réaugmente ces dernières années. Mais quand on pense que le traité d'Ottawa, et c'est toujours important de le rappeler, parce que même si c'est un peu un marronnier pour nous, c'est le cas d'étude d'une mobilisation citoyenne qui marche. C'est le premier traité d'interdiction d'une arme conventionnelle de l'histoire qui a été impulsé par des citoyens et des ONG. Avant, il y avait eu les armes chimiques. Là, cette fois-ci, c'est sans les citoyens, sans les ONG, sans les députés, ce processus n'aurait pas abouti. Et pour vous dire à quel point ça a eu parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les États, l'ONU, ça négocie sur un coin de table, les accords internationaux, ça n'a pas vraiment d'impact. Le traité d'Ottawa, c'est 80% des États dans le monde qui l'ont signé. C'est 10 fois moins de victimes en l'espace de 15 ans. On est passé de 30 000 à 3 000 en l'espace de 15 ans, même si le chiffre part à la hausse. Et quand on nous dit oui, mais qu'est-ce que vous faites face aux États-Unis, face à la Russie, etc., ça a eu une portée contraignante, même au-delà
des États qui l'ont simplement signé. Les États-Unis, jusqu'à ce que Trump relance le débat là-dessus, ils l'ont pas signé, et pourtant ils ont détruit leur stock de mines, ils n'en produisent plus, ils n'en stockent plus. Et la Russie, c'est à peu près la même chose. Et même des groupes armés non étatiques où aujourd'hui il faut se battre contre le terrorisme, voilà, pour des arguments extrêmement valides. Un groupe comme les FARC aujourd'hui détruit ses stocks de mines antipersonnelles dans un pays qui est extrêmement miné comme la Colombie. Tout ça pour vous dire qu'il suffit pas d'aller très très loin dans le passé pour vous rendre compte que l'action et les mobilisations citoyennes, à l'époque où on n'avait pas des outils liés au digital, où on avait beaucoup moins de capacité d'agir et d'action, on a pu renverser des montagnes, et ça c'est très important de le rappeler. En ce qui concerne la position de la France aujourd'hui sur cette nouvelle campagne, malheureusement on constate qu'effectivement il y a et on le regrette très profondément, il y a une divergence entre les discours et les actes. Si on repart de l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron avait été le seul candidat à répondre au questionnaire de handicap international, et il avait dit que s'il était élu, il rejoindrait, je cite, la position du secrétaire général de l'ONU et des États européens qui militaient pour éviter l'utilisation d'armes explosives en zone peuplée. Le mot est important parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur ce mot-là. Éviter ou pas, limiter drastiquement, encadrer l'usage des armes explosives les plus lourdes et les plus imprécises. Après cet engagement, effectivement, s'en est suivi une mobilisation parlementaire qui a vraiment fait la fierté de Handicap International, et je pense des députés représentés par Hubert et André Valigny au Sénat. Et on s'en est suivi, je dirais, 3 ans de dialogue très constructif avec le Quai d'Orsay, et puis une rupture. Au moment où le processus diplomatique s'est lancé, au moment où il a fallu mettre les discours en accord avec les actes, là on s'est rendu compte qu'avec la France, on partageait un double désaccord. Sur la forme, la France est contre le fait de reconnaître que les armes explosives dites à large rayon d'impact, donc les bombardements urbains, l'artillerie la plus lourde, etc., ont un impact systématique sur les civils. C'est simple à prouver, ça fait 10 ans que le chiffre est au-dessus de 90% de victimes civiles. Et donc du coup, la France, dans le texte actuel qui est en négociation, a introduit avec d'autres États, elle n'est pas seule, l'usage du conditionnel tout au long du texte, pour dire les armes explosives à large rayon d'impact peuvent tuer, peuvent blesser, plutôt que tuent ou blessent. Ce qui nous fait penser un peu à la campagne des cigarettiers de l'époque pour dire les cigarettes peuvent tuer ou peuvent causer des cancers. Cette bataille a été gagnée. Pour nous, la bataille un peu des idées reste à gagner. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, la France s'oppose à la principale disposition du texte, qui est un encadrement sérieux, une limitation extrêmement concrète de l'usage des armes explosives les plus lourdes, les plus imprécises, dans les zones peuplées. Nous, l'essence même de ce processus, c'est de sortir les bombardements hors des villes. Il faut savoir que ces armes ont été conçues pour des champs de bataille ouverts, et aujourd'hui, elles sont utilisées dans des ruelles où il faut s'imaginer ce que c'est Place Bellecour, un obus de 500 kg. À Gaza, récemment, on a utilisé des missiles ou des obus qui avaient, pour certains, un radius mortel de 30 mètres. Donc il faut s'imaginer ça, c'est le radius mortel où, en fait, sur 30 mètres, toute forme de vie est annihilée, et potentiellement, l'onde de choc se propage jusqu'à 500 mètres. Donc imaginez dans des zones de densité de population, voilà. Encore une fois, il faut se représenter ce que c'est dans une ruelle de Paris, de Tours, d'Angers, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux. Il faut s'imaginer ce que ça représente dans notre quotidien pour se rendre compte de l'absurdité d'une situation pareille, mais aussi, oui, disons-le, d'une forme d'hypocrisie d'État, de position d'État qui disent mettre le droit international humanitaire au cœur de leur diplomatie, qui pourtant, alors qu'on a une opportunité politique historique, ne souhaitent pas encadrer sérieusement, limiter sérieusement, par un accord concret. Et au final, la position de la France, elle est là. C'est un peu la position du en même temps. La France a proposé d'améliorer le cadre existant, a fait des propositions très concrètes. Tout n'est pas négatif dans la position de la France, elle est très active dans les négos. Elle propose d'améliorer, là je rentre un peu dans le jargon technique, les règles d'engagement, la formation des troupes, les processus de ciblage. Mais au final, c'est tout ce qui existe déjà. Et ce chiffre de 90% nous montre qu'il faut aller au-delà. Comme on a été capable d'interdire les mines antipersonnelles et de faire ce qu'à l'époque... le président Chirac avait dit faire des mines antipersonnelles les armes du passé. On espère que dans 10 ans, on fera des bombardements de civils, des bombardements urbains, des pratiques du passé. C'est l'enjeu de cette campagne Arrêtons de jouer avec la vie des civils, arrêtons de faire passer des vessies pour des lanternes, si je peux reprendre cette expression-là.
et utilisons la capacité de mobilisation citoyenne pour faire en sorte que la France, elle soit à l'avant-garde du processus, là où est sa place, parce que la France a toujours rejoint les processus Ottawa, Oslo, le traité sur le commerce des armes, etc. Tout n'est pas parfait, mais la France aujourd'hui défend à l'international ces processus-là. Donc aujourd'hui, quand on nous demande comment on explique la position française, la vérité c'est qu'on ne l'explique pas. Il y a un tel décalage entre les discours et les actes, mais encore une fois, notre expérience passée, j'en reviens toujours à ça, nous montre qu'avec l'appui de la mobilisation citoyenne, l'appui de l'Assemblée et du Sénat, l'appui des élus locaux et des grandes villes comme Lyon, toutes ces dynamiques-là feront qu'en gagnant la bataille des idées, on gagnera la bataille des actes, très concrètement. Et comme le traité d'Ottawa hier, cette déclaration politique internationale, et j'en suis persuadé, dans 10 ans, aura un impact majeur sur la vie des civils. Merci infiniment. Reprends ton micro, Baptiste. Je suis désolée, on va revenir. Je vais avoir des questions qui arrivent. Mais on a envie d'en savoir plus, justement, très concrètement. Il en est où, ce processus, aujourd'hui, et quelles sont les prochaines échéances ? Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il faut agir ? Est-ce qu'on est réellement en voie d'aboutir à ce processus et bouger les lignes ? Alors, oui. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on dit il reste 6 mois pour gagner. Et le Covid nous met au défi de trouver des nouvelles formules pour savoir comment on définit, de trouver des synonymes à dernière ligne droite. Mais la vérité, plaisanterie à part, la vérité c'est que oui, on est dans la dernière phase de ce processus diplomatique. 10 ans de mobilisation et de campagne ont abouti le 1er octobre 2019 à une mobilisation des États lors de la conférence de Vienne, le 1er et le 2 octobre, où 133 États s'étaient réunis sur la conférence internationale sur la protection des civils en conflit urbain. Lors de cette conférence-là, une majorité d'États ont dit que oui, un accord international était non seulement indispensable et légitime, mais que la déclaration politique internationale était le format, le véhicule le plus adapté pour que les États aient ce double pilier. D'une part, une limitation des armements les plus lourds dans les zones peuplées, et d'autre part, c'est l'objet de notre mandat, un devoir de réparation, un peu le pilier humanitaire. Comment, lorsqu'on bombarde, on permet aux ONG d'avoir accès aux populations affectées, on permet aux populations d'avoir leur territoire déminé. On avait la chance d'avoir notre ancien directeur pays, Andrea, qui revient d'Irak, qui nous racontait que Mossoul a été rasé à 70%, que des universités, des écoles, des hôpitaux ont été rasés. Comment on reconstruit des infrastructures civiles, quel est l'engagement des États pour mettre l'argent sur la table, la reconstruction, la volonté politique et surtout le déminage. On démine encore des bombes de la Seconde Guerre mondiale en Normandie aujourd'hui, dans le Grand Est des bombes de la Première Guerre mondiale. Qu'en sera-t-il au Yémen, au Haut-Karabakh, à Gaza ou en Afghanistan, dans l'actualité tragique? C'est une vraie question. De cette conférence internationale s'en sont suivis deux rounds de négociations sous l'égide de l'ONU à Genève, pilotées par l'Irlande, fin 2019, début 2020. Et on était sur le point d'avoir un texte final. Le Covid est passé par là. Aujourd'hui, pendant cette année et demie un peu d'atonie du processus diplomatique, l'Irlande a poussé pour que les États se réunissent au moins en ligne. Mais aujourd'hui, l'excuse du Covid n'est plus suffisante. C'est le sens de notre message aujourd'hui. On devrait avoir un dernier round de négociations d'ici la fin de l'année, voire début 2022. Mais pour combler ce vide, alors qu'effectivement on a une actualité tragique de la vie des civils dans au moins 60 pays du monde, on a besoin de vous, on a besoin des députés, on a besoin des élus locaux, on a besoin des villes, des sénateurs, pour faire en sorte de remettre un peu d'essence dans le moteur, si je puis dire, rebooster un peu la mobilisation citoyenne et faire en sorte que, voilà, pour l'instant on a encore peu de visibilité sur ce que sera la date finale. On sait que ça sera le dernier round de négociation, donc si vous voulez, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Même si on n'a pas encore de date finale, c'est fin 2021, début 2022, ça on en a la certitude. On a un texte qui est sur la table, donc vous pouvez le consulter aussi, vous citoyens. Tout est accessible en ligne, il y a une transparence aussi de l'Irlande qui, sur le site de son ministère des Affaires étrangères, a mis tous les textes en ligne. Non seulement le draft de la déclaration politique actuelle, qui est une bonne base, elle n'est pas encore assez ambitieuse, sur les 2 piliers que j'ai cités précédemment, mais sur aussi les contributions des États. Et c'est intéressant aussi de voir comment des États africains, latino-américains, européens, victimes de ces pratiques ou acteurs diplomatiques ont pu contribuer, et en l'occurrence pour la France, raturer un petit peu, diminuer la portée ou l'augmenter.
Et voilà, si vous voulez voir un peu la position française, je vous encourage à aller voir les contributions françaises et vous faire aussi votre propre idée pour rejoindre ou pas le constat qu'on en fait aujourd'hui. Donc voilà où on en est aujourd'hui. La mobilisation citoyenne doit meubler le vide, si je puis dire. Merci. Donc on comprend que l'aboutissement est imminent et que le processus a été extrêmement long. J'ai envie de vous demander, Monsieur Hubert Julien Laferrière, comment est-ce qu'on reste mobilisé aussi longtemps? Comment est-ce qu'on reste aussi tenace pour un tel combat à votre niveau? D'abord, parce qu'on a la foi. Non, mais quand on est évidemment... vous savez, dans notre boulot de parlementaire, il y a des choses où on se force un peu, puis d'autres, on n'a pas besoin de se forcer, quoi. Hein. Donc, des sujets comme ça, moi, d'abord, ils me passionnent, ils me sensibilisent, ils sont même à l'origine de mes engagements politiques. Vous voyez. Donc, si j'ai fait de la politique, c'est parce que j'étais touché par les inégalités mondiales, touché par les guerres, enfin, comme beaucoup de jeunes, quoi. Hein, voilà. Et donc, c'est à l'origine de mon engagement politique. Donc, je suis très motivé à le continuer dans le cadre de mon rôle de parlementaire. Donc si la question c'est comment, au sens de pourquoi, voilà, tout simplement. Ensuite, si c'est comment, avec quels outils, il y a effectivement, d'abord on a des outils légaux qui relèvent de nos prérogatives, hein, à travers effectivement les questions orales, les questions écrites, les auditions commission des affaires étrangères. Donc à force effectivement avec mes collègues de porter ce combat, ça a permis certainement l'audition, effectivement il y a, je ne sais plus très bien combien de temps maintenant, mais en 2019, d'handicap international pour sensibiliser l'ensemble de la commission des affaires étrangères sur ces questions. Et puis il y a aussi évidemment des choses qu'on continue à faire, que ça relève de nos prérogatives, comme je le disais à l'instant, ou pas, parce que quand on lance des tribunes dans la Croix ou d'autres, c'est parce qu'on est parlementaire qu'on arrive à le faire, mais tout le monde peut faire des tribunes, et des tribunes de parlementaires, évidemment, on espère que ça a encore plus de poids. Puis il y a aussi des actions un peu coup de poing qu'on peut organiser, comme ce qu'on avait fait en 2018, où avec des collègues parlementaires, devant le Palais Bourbon, nous avons brandi effectivement des pancartes, des photos de victimes des bombardements de civils. Voilà, donc tout ça, effectivement, on le fait parce qu'on est motivé, parce que même quand on est député et qu'on a plus de 50 ans, on continue à être révolté, tout simplement, par les inégalités, par les injustices, par le fait qu'à quelques heures d'avion, il y a des gens qui meurent tout simplement parce qu'ils sont des civils victimes de bombardements qui sont effectués avec les armes que nous vendons. Faut-il le rappeler, notamment lorsque Baptiste parlait du Yémen. Nous vendons beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis qui bombardent au Yémen, et avec effectivement énormément de civils qui sont touchés. Merci. Ma question s'adressait bien à l'homme et aux députés. Sonia, donc vous avez pris vos fonctions récemment en adjointe au maire. De votre passé justement humanitaire, donc pareil, on va parler à la femme et à l'adjointe. Comment vous avez compris le rôle que vous alliez pouvoir jouer avec ce qui vous a alimenté pour travailler dans l'humanitaire, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a surpris peut-être dans vos fonctions, ou comment est-ce que vous comptez utiliser tout cet engagement et cette révolte, la même je suppose, dans vos fonctions à la mairie? Ça me sert beaucoup au quotidien, parce que finalement j'ai la chance d'être sur une délégation qui s'appuie sur ce que j'aime, ce qui m'habite, ce qui me donne envie de me lever le matin et de me battre, c'est vrai. Parfois peut-être quand on fait un peu trop de politique pendant trop longtemps, on passe d'une délégation à l'autre et donc d'un sujet à l'autre. Moi je suis ravie de pouvoir travailler sur les relations internationales, la coopération transnationale et la solidarité internationale. Mon passé chez Handicap, et même avant, de chargé de plaidoyer et chargé de positionnement par la suite, font que j'ai toujours ce réflexe effectivement de travailler les sujets géographiques, travailler les partenaires. Chez Handicap International, j'ai quand même fait beaucoup d'analyses de partenaires. Qui est-ce qu'on a en face de soi? Qui est cette organisation? Qui est cette ONG? Qui est cette personne? Je pense que ça m'a permis d'éviter certains écueils,
Ça m'a permis aussi de parfois répondre plus rapidement que d'autres à des questions. Quand on me parle d'une association et que je la connais et que je sais comment elle travaille, que je connais son éthique professionnelle, nécessairement, c'est plus simple de dire oui, on avance, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Et à l'inverse, quand d'autres, j'ai des doutes, je me dis attendez, on prend le temps, on réfléchit. J'ai même fait une fiche partenaire à un moment donné pour une organisation italienne qui s'appelle Un Ponte Per, que je n'avais jamais vue lorsque je travaillais chez Handicap International. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais faire la recherche, je vais voir qui sont ces gens, quels sont les combats qu'ils mènent, comment est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils respectent les principes humanitaires. Et finalement, c'est une très bonne organisation et on travaille notamment avec eux et la fondation Daniel Mitterrand en Syrie du Nord et de l'Est, le Rojava. Ça permet vraiment aussi de travailler sur tous les terrains, puisqu'au tout début de mon engagement chez Handicap International, je faisais beaucoup d'analyse géopolitique de nos terrains d'intervention, de la veille d'un très grand nombre de pays, ce qui est très pratique aussi. Voilà. Donc parfois il y a des nouveaux pays, l'Arménie, le Haut-Karabakh, et puis parfois je retombe sur des choses que j'ai travaillées pour Handicap il y a quelques années en arrière. La ville de Lyon est jumelée avec Addis Abeba en Éthiopie. Et c'est vrai que quand on me parle du barrage hydraulique qui est en train de se construire et qui affecte les relations entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, en moi, il y a une petite lumière qui s'allume. Je dis, j'ai déjà vu ça. On a déjà parlé de ça. C'est pas nouveau, malheureusement. Et ça permet d'avancer. Et puis après, je pense que j'ai des réflexes aussi, des réflexes de chargée de plaidoyer, mais des réflexes aussi d'ancienne de chez Handicap International, puisque, pour vous donner un exemple concret, quand on a travaillé cette donation de 30 000 € au Fonds arménien de France, en même temps, on a proposé au conseil municipal de Lyon d'adopter un vœu. Un vœu, c'est une pratique un peu particulière. Alors au conseil de Paris, qui est le conseil municipal et le conseil de la métropole de la ville de Paris, des vœux, on en adapte 50, 100 par session. C'est vraiment une pratique qui est très courante. À Lyon, beaucoup moins. À Lyon, vraiment beaucoup moins. Là, en 1 an et quelques mois, je pense qu'on a proposé 3 ou 4 vœux, dont un sur le Haut-Karabakh. Un vœu, ça permet de mettre en lumière une situation, de donner notre positionnement, si je reprends des termes de chargé de plaidoyer, ou notre position, notre vue, notre manière de voir les choses vis-à-vis de la classe politique lyonnaise, mais aussi vis-à-vis des Lyonnais et des Lyonnaises. Et donc ce vœu sur le Haut-Karabakh, il demandait notamment à la France de jouer son rôle de coprésidente du groupe de Minsk, que je trouvais quelque peu moribond, comme je vous l'ai dit plus tôt. Mais il demandait aussi, je me suis permise, à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de ratifier le traité d'Oslo, le traité d'Oslo, pas les confondre, le traité d'Oslo, puisque pendant le conflit, je crois que c'était Amnesty a pu prouver que des bombes à sous-munitions avaient été utilisées par les deux parties au conflit, tant par les Arméniens que par les Azéris. Et du coup, assez naturellement, je me dis, mais tiens, est-ce qu'ils ont trahi leur engagement ? Est-ce qu'ils avaient ratifié ce traité et finalement, ils ont fait fi de leurs engagements ? Et pas du tout, en fait, ils font partie de ces pays qui n'ont pas encore ratifié ce traité, qui a été un des combats de Handicap International pendant très longtemps, après le traité d'Oslo, qui a interdit les mines antipersonnelles, et avant ce nouveau combat que vous portez aujourd'hui sur les bombardements en zone civile. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes. J'ai envie que chacun d'entre vous fasse son cri d'appel, son message auprès des citoyens pour qu'ils continuent de s'engager, ou auprès des représentants politiques pour qu'ils s'engagent définitivement. Par qui on commence ? Qui est inspiré ? Mais là, moi je dis aux citoyens, continuez à nous interpeller, continuez à nous engueuler, à nous dire qu'on ne fait pas assez, parce que nous devons continuer à mettre la pression sur nos gouvernements. Il y a une situation qui est inqualifiable et votre plaidoyer contribue à le faire savoir, mais je pense qu'il y a trop peu de nos concitoyens qui savent que plus de 90% des conflits armés aujourd'hui, plus de 90% des victimes des conflits sont des civils. Et si
tous nos concitoyens le savaient, je pense qu'il y aurait un sentiment de révolte beaucoup plus fort, et ils nous demanderaient de faire quelque chose. Ils ne comprendraient pas que le gouvernement ne s'engage pas davantage dans le processus diplomatique, qu'il y soit allé à reculons. Donc je crois que, oui, mon cri d'appel, c'est mobilisez-vous, interpellez-nous, et nous, parlementaires, continuons évidemment à interpeller le gouvernement. Donc on va essayer de trouver de nouvelles actions coup de poing, de nouvelles façons de l'interpeller et de ne pas le lâcher sur ce sujet si important. Merci beaucoup. Sonia ? Oui, comme Hubert, effectivement, continuer de nous interpeller, de nous engueuler et de nous nourrir. Continuer aussi, je pense, à vous investir. Moi, je me rends compte, en étant maintenant adjointe au maire de Lyon, qu'il y a énormément d'associations sur le territoire qui œuvrent à la solidarité locale et internationale. Donc on a cette chance à Lyon d'avoir des personnes qui s'engagent, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur argent, qui mettent leurs compétences au service de très belles causes. Donc de même, continuez à donner ce que vous pouvez donner à ces associations du territoire, quelles qu'elles soient, que ce soit des grandes structures, de belles ONG, très belles et très grandes ONG comme Handicap, qui travaillent à l'international, ou des ONG plus petites, plus locales. Je pense que toute forme d'engagement a un impact, de la même manière que toute interpellation nous nourrit, nous, dans notre action au quotidien. Et que les engagements peuvent être plusieurs, ils ne s'opposent pas. Donc on rappelle le Festival des Solidarités. Début novembre. Baptiste ? Alors, en un message, je dirais, venez transformer votre colère avec nous. On est tous en colère. Il y a le fait qu'on est de mieux en mieux informés sur l'ensemble des injustices du monde génère un sentiment à la fois de colère et d'impuissance partagé par beaucoup. Et parfois, on ne sait pas par quel bout commencer. Moi, pendant très longtemps, j'ai été en colère et je ne savais pas comment canaliser cette colère. Et le jour où j'ai eu la chance d'intégrer des organisations comme Handicap International, où je me suis rendu compte que, en fait, une mobilisation citoyenne, ça se bâtit pierre par pierre comme une maison, ça se construit. On met les fondations, pierre par pierre, voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. On est sur des campagnes de très long terme, mais lorsqu'on voit, et je ne vais pas rappeler les engagements passés et l'impact que ça a eu sur la vie de millions de personnes, l'impact que ça peut avoir, d'un côté, ben là, la quête de sens, elle est là. Et effectivement, on peut canaliser notre colère en œuvrant ensemble. Et moi, j'aimerais du coup partager le fait que moi, cette colère est devenue une fierté, la fierté de travailler avec un nombre de personnes et de profils absolument incalculables. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des députés, des élus, des collaboratrices parlementaires. On travaille tous les jours avec des techniciens, des médecins, des gens du monde de la santé, des ingénieurs, des bénévoles, des retraités. Et en fait, mon message, c'est chacun a un rôle à jouer. Et c'est pas incantatoire de dire ça, c'est que notre expérience passée a montré que en se mobilisant tous ensemble, on avait tous un rôle et on peut chacun donner un peu de son temps, de son argent si on en a les moyens, de son temps en ligne ou en présentiel, en développant ce qui caractérise la vie associative et collective. Pour Handicap International et d'autres organisations, Sonia le citait, il y a une myriade d'organisations et d'assauts qui chaque jour se battent au quotidien. Et l'avantage des citoyens, c'est que je dirais qu'on a un mandat citoyen qui dépasse le mandat du politique. Je suis ravi de voir qu'on a des gens éclairés à nos côtés qui nous disent continuez de nous engueuler. C'est vraiment quelque chose que je retiens à titre personnel, même si ça leur fera peut-être pas plaisir sur le long terme, mais à limite, nous on s'entend bien. Mais voilà, le mandat citoyen, il est là en fait. Vous avez le temps, vous avez l'espace, vous avez la réflexion, vous avez la capacité d'indignation et de transformer cette indignation en quelque chose de très concret. Handicap International aujourd'hui vous propose de vous unir à une dynamique qui, si vous voyez les images aux infos du Yémen, de l'Afghanistan, du Haut-Karabakh, et que vous ne savez pas comment vous mobiliser sur ces crises de façon individuelle, rejoignez-nous parce que nous, le but de ce processus, c'est d'œuvrer sur l'ensemble de ces crises-là. Non seulement pour les civils d'aujourd'hui, mais pour les civils de demain. N'attendons pas que les guerres qui nous ont touchés hier nous sautent encore aux yeux aujourd'hui. Faisons œuvre de solidarité, c'est la moindre des choses. Écoutons nos aînés aussi, qui aussi ont cette mémoire-là. Moi j'ai vécu longtemps en Normandie. Écoutez les aînés de ce que ça a été hier sur notre territoire, ce que ça continue d'être aujourd'hui en Irak, en Syrie ou en Ukraine. C'est pas seulement faire preuve d'humanité, c'est faire preuve de bon sens.
Et donc voilà, rejoignez-nous. Je suis assez optimiste, le meilleur est devant nous, je l'espère. Merci beaucoup, merci à tous. On ne le rappellera jamais assez. Vous avez le pouvoir d'agir. Agir, c'est s'informer, c'est connaître la réalité aujourd'hui dans les conflits actuels. C'est faire un don pour soutenir nos équipes sur le terrain, parce que tant qu'il y aura des victimes civiles, il y aura besoin de nos équipes. Et puis agir, c'est signer la pétition, puisqu'on espère vous l'avoir démontré aujourd'hui. Eh bien, nos élus, les parlementaires, toutes les équipes de plaidoyer, bien aujourd'hui relaient cette indignation et la portent au plus haut pour, nous en sommes donc convaincus, l'aboutissement de ce combat d'ici quelques mois. Merci beaucoup à tous nos invités, merci au public qui nous a suivis et continuez l'aventure des pyramides sur le live toute cette journée à nos côtés.